Mais la culture de la relation, son socle, c'est effectivement la théorie de l'attachement. Mais en France, on est plus sur la théorie des pulsions. Donc la théorie des pulsions, elle va te dire finalement que l'enfant et l'être humain, en fait, naît mauvais. Et qu'il va te falloir, en fait, le discipliner, le civiliser, pour qu'il rentre dans la petite case de la société. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Lorsque l'on s'intéresse aux droits des enfants, on est quasiment obligé de jeter un coup d'œil à ce qu'il se passe au nord de chez nous, en Suède. Les Suédois sont les premiers dans le monde à avoir aboli la violence physique infligée aux enfants. C'était en 1979, il y a 45 ans. Depuis, leur société a évolué pour prendre en compte les besoins spécifiques des enfants et surtout, la Suède fait partie des rares pays à inclure les enfants dans les discussions qui les concernent. Marion Querc, qui a déjà été mon invitée dans le podcast, qui est spécialiste des droits de l'enfant mais aussi de la Suède, raconte dans cet épisode comment la culture suédoise a réussi son pari de respecter les enfants. Avec des métaphores très explicites tirées de son livre « Une enfance en or », Marion nous ouvre à de nouveaux horizons, nous fait voyager et nous permet d'emmener notre regard au cœur de la culture suédoise pour nous en inspirer. Changer notre manière d'envisager l'éducation nous demande d'abord de remettre l'enfant au centre des débats. Et c'est ce qu'on tente d'expliquer dans cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et peut-être que vous pouvez envoyer cet épisode à des personnes dans votre famille, à votre partenaire, à vos frères et sœurs, à des cousins, à des cousines, à des voisins, à des collègues, parce que c'est encore très difficile en France de faire entendre ce discours sur l'enfance, sur remettre l'enfance au cœur des débats et sur le soin que l'on doit apporter à notre relation avec les enfants que je nomme en général dans notre société. Vous pouvez donc l'envoyer discrètement, peut-être, pour pouvoir faire passer un message. En tout cas, merci infiniment d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à suivre ce podcast. Je vous souhaite à nouveau une très bonne écoute. Salut Marion! Salut! Je suis ravie de te recevoir en vrai. Tu m'as fait beaucoup rigoler parce qu'en arrivant, tu m'as dit t'as level up depuis bientôt 5 ans où je t'ai reçue pour la première fois, où on avait parlé des droits de l'enfance et des droits de l'enfant et surtout ton expérience en Suède. Et aujourd'hui, je te reçois parce que tu as écrit un livre qui est passionnant. Je vous invite vraiment à le lire. Si vous regardez sur YouTube, je le montre. Ça s'appelle Une enfance en or avec le or qui revient parce que OR, le petit jeu de mots, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que nos enfants, on doit les préserver. Et j'avais envie que tu nous racontes quand même comment est-ce que tu as commencé par t'intéresser à la Suède. C'est pas un pays qui est une destination très prisée des Français, on va dire, de base. Donc pourquoi la Suède ? C'est vieux, c'est très vieux. Ça date... Alors, il y a d'abord eu les questions d'éducation et de non-violence. Là, je ne saurais pas te dire quand c'était, mais j'étais très jeune, je sais pas, 8, 10 ans, peut-être 12. Enfin, vraiment, l'éducation, ça... Enfin, j'ai toujours été très intéressée par ces questions-là. Et ensuite, j'ai toujours eu une aversion très forte pour la verticalité, qui caractérise quand même la France et ses structures sociales. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Là, je peux pas te donner parce que je pense que je suis née comme ça. Et en fait, voilà, en m'intéressant du coup à l'éducation, en faisant les liens avec aussi cette verticalité, même si les liens à l'époque ils étaient encore très flous pour moi, mais intuitivement ils étaient là quand même. Et ensuite, je me suis intéressée à la non-violence éducative, comme on l'appelait à l'époque, peut-être comme on l'appelle encore aujourd'hui des fois.
Et là, je me suis en fait renseignée sur les magazines parentaux, tout ça. Et j'ai lu un article à 14 ans, comme quoi la Suède était le premier pays du monde à avoir interdit les châtiments corporels. Je me souviens du petit, le petit, c'était un tout petit drapeau suédois en bas d'un magazine, en bas à droite, je crois, ou en bas à gauche. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, en fait, qui a voulu déconstruire vraiment toute cette structure dominante. Je pense pas que je le pensais comme ça à l'époque, mais maintenant je le dis comme ça. Je me suis dit, tout simplement, en fait, je vais chercher des infos dessus. Alors j'ai cherché des infos sur la Suède, et j'ai rien trouvé, en fait. Il y avait absolument rien, ni d'écrit, ni de filmé, ni de... Et je me suis dit, alors dans ces cas-là, j'irai voir quand je serai adulte. Donc voilà, je me suis dit que l'info qui n'existait pas, j'allais la chercher toute seule, quoi. Donc t'es partie en tant que jeune fille au pair. Ouais. Pour être au cœur de la famille suédoise. C'était super pratique, j'avoue que c'est c'est la façon la plus... En tout cas, ça matchait vraiment mon besoin, en fait, de vivre le quotidien familial, la vision de l'enfant, et pas uniquement quand on est dehors ou quand on est dans les lieux publics, ou là, t'es chez la famille, quoi. Tu vois, tu vis avec eux, t'es là constamment, quoi. Ouais, t'as un exemple concret de comment on met en application une éducation où on a banni les violences physiques 40 ans en avant. Ouais, t'as l'exemple de tout. T'as vraiment... t'es au cœur du système, quoi. Quand t'es au cœur d'une famille... Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as vécu là-bas et que t'as commencé un peu à gratter le sujet, à t'intéresser à la manière dont les Suédois éduquent leurs enfants? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans leur manière d'envisager de manière globale l'éducation? À l'époque. À l'époque, et maintenant tu peux me dire l'idée. Non, mais à l'époque, c'est vraiment ça, en fait. C'est que j'avais encore un niveau de suédois très très bas quand je suis arrivée, mais il y avait vraiment, en fait, cette absence de volonté de domination, en fait, qui pour moi m'a frappée, et m'a même au début, dans une certaine mesure, m'a dérangée aussi, parce que j'étais absolument contre les violences physiques, j'ai toujours été, mais j'étais quand même très française dans ma façon de faire, et j'avais quand même cette idée que l'enfant il doit t'obéir, après tu le fais en fonction gentiment, mais quand même, quoi. On a vraiment cette idée en France que on veut constamment éduquer les enfants. La seule relation qu'on a avec eux, elle est éducative, en fait. On voit pas autre chose. Et ça a vraiment été ce choc de se dire, mais en fait, ils les regardent pas que comme des objets d'éducation, quoi. Il y a aussi vraiment, il y a une relation d'humain à humain. C'était complètement différent. Et puis vraiment, c'est aussi ce qui m'a aussi beaucoup marqué, parce que je me souviens du petit qui à l'époque avait 4 ans et qui était vraiment dans une phase difficile, où il tapait tout le monde, où c'était vraiment, je sais pas, il faisait 5-10 crises par jour. Il se roulait par terre, et cette approche des parents aussi qui, moi, à l'époque, vraiment m'intriguait, et puis c'était vraiment trigger pour moi, quoi. Où en fait, ça me heurtait, où il n'y avait pas ce truc de on va lui faire passer l'envie, tu vois. Où en France, on est tout de suite dans cette idée de il faut lui montrer que, tu vois, que c'est pas comme ça, que on veut tout de suite, en fait, être la représentation du savoir et apprendre à l'enfant. Et même apprendre un peu par la coercition dans ces moments-là, quoi. Ils n'étaient pas du tout là-dedans. Ce qu'on peut d'ailleurs souvent, on le voit d'ailleurs, quand on vous regarde de l'extérieur et qu'on ne connaît pas du tout le système et qu'on ne connaît pas du tout la culture suédoise, ça va être interprété comme du laxisme. Donc par exemple, un enfant de 4 ans qui avait des crises répétées, il faisait quoi concrètement les parents ? Ça dépendait des fois, ça dépendait s'il était fatigué, s'il l'était pas. Donc des fois, il lui parlait, en lui disant oui, écoute, je comprends, c'est difficile, mais peut-être que d'être allongé par terre, c'est pas non plus la solution la plus optimale. Des fois, il disait rien, il le laissait pleurer, il lui disait écoute, si tu veux venir vers nous, on est là. Il y avait différentes façons de faire. Puis c'était difficile parce que c'était vraiment quotidien en plus à l'époque. Aujourd'hui, il est adorable, il a 17 ans et c'est quelqu'un de très empathique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour moi, c'était un défi. Un défi, je dirais. Ouais. Que la majorité des parents ressentent au quotidien avec leurs enfants. Non, mais c'est vrai. Ce défi-là, puisqu'on est construit dans une société qui est pyramidale, verticale, où on doit représenter ce que tu dis, l'autorité, et on est tiraillé entre on voit bien que notre enfant est en galère, on est fatigué, et en même temps, est-ce qu'on est un bon parent si on ne le dit pas ? Donc je comprends ton choc, je pense qu'on le ressent un peu tous. Je me souviens, en plus, j'avais dit aux parents, mais en fait, je sais pas quoi faire avec lui. Il y a rien de fluide, il
Et je me souviens aussi que c'est aussi ça qui m'avait marqué, c'est qu'il m'avait dit mais tu sais Marion, c'est à toi de trouver les solutions, c'est ta relation avec lui, c'est pas à nous, voilà. Enfin donc il pouvait lui parler effectivement, lui dire voilà, faut écouter Marion elle est là pour toi, tout ça. Mais il y avait aussi cette idée de en fait c'est toi et lui quoi, c'est ta relation. Et ça aussi c'était à l'époque complètement neuf pour moi, cette idée en fait d'envisager ça sous le prisme de la relation et de ma responsabilité d'adulte, de jeune adulte, mais d'adulte. Et on te faisait confiance. Ah, complètement, ouais. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui t'étonne le plus dans leur système ? Je dirais pas que c'est pas que ça m'étonne, mais c'est que c'est... Enfin, si, quand même, même des années après, il y a quand même quelque chose qui, pour moi, c'est aussi étonnant que c'est frustrant, que c'est magique. C'est cet aveuglement qu'ils ont quelque part sur leur vision de l'enfant. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à leur dire, en fait, mais vous vous rendez compte que ce que vous faites... C'est pas comme ça partout. Votre vision de l'enfant, de l'enfance, des droits de l'enfant, non, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent absolument pas compte. Et c'est à la fois, forcément, c'est la logique d'une société qui c'est d'un changement de paradigme, on va dire réussi, mais c'est infiniment frustrant pour moi aussi quand je les entends des fois critiquer leur vision de l'enfant aussi ou vouloir encore plus. Et c'est très bien, il faut vouloir plus. Mais des fois, je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez ? Non, tu vois, le congé parental, il faudrait qu'il soit de 3 ans, quoi. Tu vois, c'est 480 jours, c'est trop peu. Tu vois. Pareil aussi dans les pré-écoles, il y a le grand débat aussi du nombre d'enfants par adulte. Grand débat, tu vois. Parce que pareil, 7-8 enfants par adulte, c'est beaucoup trop. Alors nous, on est quand même sur des ratios c'est sûr. Encore bien supérieurs. Oui, surtout qu'en plus, nous, on a la maternelle, tout ça, c'est la pré-école, donc du coup, les enfants jusqu'à 5 ans, ils sont pas dans une école. Enfin, c'est différent. Mais pareil, je leur dis, mais vous savez qu'en France, dans les maternelles... Ils sont 27. Ils sont, voilà. Il y a 2 adultes. Et des fois, il y en a qu'un. Oui, il n'y a pas d'ATSEM. Mais ouais, ils sont... Je dirais pas que c'est naïf, mais en tout cas, ils sont... forcément, quoi. Ils sont aussi cloisonnés dans leur façon de... Comme nous, on est cloisonnés dans la nôtre. Hein. Bien sûr. Donc, bien sûr. Alors, donc dans ce livre qui est passionnant, qui nous emmène à travers cette culture suédoise et leur changement, tu parlais de paradigme, de vision. Toi, tu parles de chocolat culturel. J'ai beaucoup aimé cette analogie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi ils sont si importants ? Ouais. Tous les gens qui connaissent mon boulot savent que j'adore les jeux de mots et les métaphores. Comme je te disais, au début, c'était difficile, en fait. Et puis, j'étais très jeune, en plus. Il y a vraiment eu un choc, quoi. Il y a eu un choc au niveau... Même si moi, je voulais comprendre la société suédoise, mais j'ai eu un choc, en fait, quand j'ai vu comment ils faisaient concrètement avec leurs enfants, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Et puis même dans les relations humaines, en règle générale, il y a vraiment eu un choc de me dire, mais en fait, je suis où, concrètement ? Et là, il y a vraiment 2 options, quoi. Soit on dit, en fait, je me suis trompée, on prend l'avion et on repart. Ce que beaucoup de gens font, d'ailleurs. Hein. Soit on se dit, ok, comment je fais ? Voilà. Donc, en fait, le choc culturel, en fait, cette idée, finalement, de pourquoi ça devrait être négatif ? Pourquoi ça doit être négatif, que je me sente mal, que je sois frustrée, que je sois même des fois irritée par ce qui se passe ? Pourquoi ça devrait être négatif ? Pourquoi ça serait eux le problème ? Pourquoi c'est pas en fait finalement cette idée que ok, moi je comprends pas, mais eux ils ont l'air de plutôt bien comprendre et de bien le vivre, et pourquoi c'est moi qui aurais raison en fait, tu vois ? Tu t'es remise en question. Il y a vraiment cette idée en fait de soit j'essaye de comprendre, soit je pourrais pas comprendre, en fait, tu vois. Donc c'est cette idée, en fait, de se dire que c'est pas forcément parce que choc culturel, ça fait effectivement quelque chose de... C'est négatif, quoi. Donc je me suis dit, effectivement, c'est un peu comme des chocolats culturels, en fait, où, en fait, t'as une boîte, comme ça, là, plein de chocolats, ils sont alléchants pour certains, d'autres t'as pas envie, tu testes, tu sais pas ce que c'est, tu goûtes, tu te dis, ah ouais, non, ça, je m'y attendais pas du tout. Et puis t'essayes, tu vois, t'analyses, quoi. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ? Il y a quoi ? Il y a ce goût-là, il y a ce goût-là. Tu comprends, t'analyses, tu savoures aussi, parce que au bout d'un moment, quand tu commences à faire ça, c'est aussi quelque chose qui devient amusant, je dirais. Il y a un côté, tu vois, où tu te dis, en fait, ah ouais, en fait, on peut aussi faire comme ça, quoi. Et c'est presque, il y a un lâcher-prise, quoi, petit à petit, hein, ça prend beaucoup de temps. Au début, c'est surtout des arrière-goûts, tu te dis, non, ce chocolat, je veux pas, celui-là, je veux pas non plus. Mais c'est vraiment, en fait, pour se dire, c'est la rencontre, en fait, voilà, de nouvelles saveurs culturelles aussi, quoi. Alors, dans ce livre,
je le redis, une enfance en or. Tu as tout le long du livre, en filigrane, cette notion d'être à la hauteur de l'enfant, avec même, tu parles beaucoup de la sémantique des mots suédois que nous n'avons pas en français. Pourquoi c'est si important cette notion-là et ça implique quoi concrètement dans la société suédoise, le concept de hauteur d'enfant? Ça, on pourrait faire un podcast entier que là-dessus, tellement que c'est énorme ce que ça implique, quoi. Alors, le hauteur, je précise, là, c'est H-A-U-T-E-R, T-E-U-R, parce que tu en parles d'une autre après. Oui. Donc, hauteur, être à la hauteur de l'enfant, cette notion. La hauteur d'enfant, c'est vraiment, à mon sens, c'est la matérialisation. En tout cas, c'est le mot qui définit le mieux, qui montre le mieux ce volte-face de paradigme. C'est-à-dire que c'est plus dans la domination de, finalement, je sais et je vais t'apprendre, et tu dois m'obéir, et je suis au-dessus de toi, tu me dois le respect, enfin bon, tous ces trucs-là. C'est clairement, en fait, je me mets à la hauteur de l'enfant. Donc, en fait, c'est dans un rapport horizontal. Et qui es-tu ? Et moi, je suis intéressée, tu vois, de te connaître dans la relation. Et on va faire les choses ensemble. Donc, c'est toute une structure sociale, en fait, qui change autour de l'enfant. L'enfant, en fait, c'est la base de ça. Mais ça peut vraiment... Tu peux aussi le transposer à tellement d'autres sujets. Je veux dire, les Suédois, c'est aussi les rois de l'inclusion. Tu vois, c'est cette idée que tout un chacun a sa place, peu importe qui tu es. Donc, il y a vraiment toute cette idée, en fait, d'aller à la rencontre de chaque humain dans la relation, encore une fois, et non pas d'être au-dessus, de parler au-dessus de la tête des enfants, comme s'ils n'étaient pas là. Donc, c'est vraiment une matérialisation du dialogue social, en tout cas de cette envie et de ce contrat social de confiance, sur lequel ils ont quand même travaillé... plus de 50 ans, hein. Donc je veux dire, enfin, voilà, ça, on va dire, c'est ce que ça implique au niveau, je dirais, social. Après, si on prend la définition hauteur d'enfant, c'est l'adulte qui va essayer de se mettre dans les baskets de l'enfant pour le comprendre depuis sa propre perception. Donc encore une fois, c'est plein d'humilité, parce que des fois on comprend pas. On n'est pas des enfants, hein, donc des fois on comprend pas, on est perdu, on est frustré, mais il y a quand même une posture d'humilité, il y a une posture de confiance aussi, parce que forcément, si je me mets à la hauteur de l'enfant, c'est aussi que je l'accorde une confiance à cet enfant. Je suis pas dans cette idée de il va me bouffer, je vais perdre le contrôle, je vais perdre le pouvoir. Donc il y a aussi tout un regard aussi social de confiance sur l'enfant à travers ça, qui est aussi un regard social en fait de confiance en règle générale en Suède, sur les autres, sur les relations, sur qui se fait à travers l'enfant comme socle de ce regard de confiance. Donc la hauteur d'enfant, c'est vraiment, si tu veux, à mon sens, le résumé de la structure sociale suédoise de l'horizontalité, que moi je venais chercher justement, hein, puisque je fuis un peu la verticalité française. Donc je dirais ça comme ça, ouais. Ce que tu expliques aussi, c'est que c'est un défi d'être à hauteur d'enfant, parce qu'on ne sera jamais mieux placé que les enfants eux-mêmes pour comprendre leurs besoins. Qu'on vient forcément avec notre vision de l'éducation, notre bagage. Hein, tu parles de notre sac à dos, qu'on a rempli de tout ce qui nous a nourris au cours de notre vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné, les enfants que tu gardais, sur cette vision-là de l'enfance, sur cette hauteur d'enfant? Ils m'ont enseigné beaucoup, puis ça a été plutôt douloureux au début, hein. Parce que en fait, c'était vraiment aussi au tout début, hein, mais il y avait vraiment aussi cette idée. Enfin, moi, j'avais bossé pas mal en centre de loisirs, en colo, en France, tout ça. Et vraiment, encore une fois, cette idée de se retrouver face à des enfants qui, en fait, n'avaient absolument pas peur de l'adulte. J'avais l'impression qu'on me coupait les deux bras, quoi. Je fais comment, concrètement ? Je rentre comment, en fait, en interaction avec cet enfant, si c'est pas dans un rapport, quand même, de verticalité. Enfin, je fais quoi ? Je fais comment ? C'est quoi la recette ? Mais eux, ils étaient totalement dénués de crainte, de peur. Donc ça, c'était... Tu racontes une scène, d'ailleurs. Oui. Où, avec le petit garçon, tu dis à un moment, si tu fais pas ça, je vais me lever. Oui. C'est quelque chose comme ça. Oui. Ouais, il était... c'est comme je t'ai dit, c'était une phase un peu difficile. Et effectivement, à un moment, je me suis dit, je vais la jouer un peu sévère, tu vois. Et je me souviens, il était au loin, je sais plus ce qu'il faisait, mais j'étais dans la cuisine et je le regarde comme ça avec les yeux un peu noirs et je dis attention, hein, je vais me lever, hein. Et puis là, il me regarde, tu sais, puis il me fait lève-toi. Alors là, je me dis non, mais je me dis le niveau, quoi. Ok, d'accord, on est sur cette provocation là, donc tu vois, moi je le prends mal, ça me vexe, quoi.
Et puis du coup, je vais qu'à mes occupations. Et puis je sais pas, il se passe, je sais pas, 1 minute, peut-être 2. Et puis je le vois arriver vers moi, quoi. Et puis il me prend par la main comme ça, puis il me tire, tu vois. Et il me fait, mais c'est difficile, t'y arrives pas. Et en fait, il pensait que j'arrivais pas à me lever, quoi. Puisque je lui avais dit que j'allais me lever, j'étais en plus contrariée dans le regard. Donc il s'est dit, en fait, elle y arrive pas, je vais aller l'aider, quoi. Tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est d'accord, ok. Donc aujourd'hui, avec mes mots, je me dis, c'est là, en fait, que pour la première fois, j'ai compris, en fait, ce que c'est que de côtoyer un enfant qui ne grandit pas dans la culture de la punition. J'allais avoir besoin d'autres façons de faire, quoi, d'autres façons de procéder. Ça pouvait pas marcher, en fait. Et puis c'était... Ouais, moi, c'était pas ce que je voulais, en plus, puisque je venais chercher autre chose. En fait, toute la culture suédoise, depuis donc cette fameuse loi qui a plus de 40 ans maintenant, bientôt 45. 45, ouais, c'est ça, où on a aboli les violences physiques faites aux enfants. Il a fallu plusieurs générations, évidemment, pour arriver à cette hauteur d'enfant, cette prise en compte, ce changement de paradigme. Mais je crois que ce que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, c'est quand même montrer que d'abord, la Suède, c'était la même culture que nous. Alors, la même culture, je dirais pas, mais en tout cas, il y avait cette notion de éduquer un enfant. Il y avait une dureté, et puis c'était très puritain, la Suède. La Suède, quoi. Regarde les films d'Ingmar Bergman, hein. C'est très... Oui, enfin, protestantisme, tu vois, très droit, très carré, très, très froid aussi, forcément. Enfin, donc, oui, il partait vraiment d'une société. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. La Suède, au début des années 1900, c'était tellement un pays pauvre, miséreux, froid, que les Suédois partaient. Tu vois, il y avait l'exode vers les États-Unis, quoi. Et il y a eu cette idée aussi, on fait comment pour garder notre peuple, en fait, tu vois. Donc, mais je dirais pas, tu vois, que ça a commencé avec la loi, tu vois. Ça a commencé avant la loi. La loi, ça a été, on va dire, une matérialisation de ce projet social qui était déjà quand même présent fin des années 60, début des années 70. Donc la loi, c'est venu finalement mettre fin au débat, parce qu'il y avait quand même un débat. Mais c'était aussi toutes les années 70, en fait, ont contribué à cette horizontalité sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une société d'enfants qui n'ont pas peur des adultes. Ouais. C'est ça une des grandes différences, qui ne connaissent pas certains mots. Bah oui. Ouais. Qui ne connaissent pas la culture de la menace. Ouais. Et qui donc, ça donne des enfants... Est-ce que ça donne, comme pourraient beaucoup le croire les gens en France, des enfants tyrans, rois, qui se permettent tout et qui sont ingérables? C'est drôle parce que moi, quand je regarde en France comment les gens parlent, les adultes, hein, bien sûr, comment ils parlent des enfants et puis comment ils sont en fait avec comme ça leur idée sur les enfants très tranchés, tu vois, les enfants tyrans, les enfants rois, tu vois, sans essayer de comprendre quoi que ce soit. Moi, c'est eux que je vois en fait comme des tyrans, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas de limites. Et qui sont toujours là à dire, ah, les enfants, il faut leur mettre des limites. Ouais, mais en fait, toi, tes limites, elles sont où concrètement? Tu vois, je veux dire, les enfants, c'est les premières victimes de violence. Toute violence confondue. Hein. Y a des enfants qui décèdent. Enfin, je veux dire, on a un enfant officiellement tous les 5 jours, mais en fait, il y en a plus. On est un pays, je veux dire, avec en plus la culture de l'inceste, enfin, où on est quand même aussi malheureusement très bon élève sur ce sujet-là. Et on a des gens qui nous disent que les enfants n'ont pas de limites. Tu vois, on a les crèches, tu vois, le rapport de l'IGAS de 2022, comme quoi, suite au décès quand même d'une enfant, tu vois, une enfant qui a été tuée par une personne qui travaillait dans cette crèche, qui lui a fait boire du Destop. L'enfant, elle est morte, évidemment. Elle n'avait pas encore 1 an. Et ensuite, on a un rapport donc, de l'IGAS qui nous dévoile, enfin, c'est sans surprise, mais qui vient poser en fait que bah oui, c'est systémique, en fait, il y a des violences dans les crèches, quoi. Pourquoi? Parce que certes, il y a un manque de personnel, mais il y a aussi une culture de la punition, il y a une culture de la vengeance envers les enfants. Du coup, il y a cette idée de vouloir les remettre à leur place. Et quand on est vulnérable et quand on est tout petit, quand on est un bébé, bah forcément, ça matche pas. Donc il y a des dérives pas possibles. On a ce rapport-là qui arrive, on a des gens qui veulent que ça bouge, et on a d'autres personnes qui vont dire « Ah, mais en crèche, faut aussi arrêter l'éducation bienveillante. » Non, mais ces gens-là, en fait, mais qui êtes-vous? En fait, tu vois, moi, c'est ça que je me pose comme question. C'est, en fait, elles sont où vos limites? Elles sont où vos connaissances sur les droits de l'enfant, sur la recherche internationale? Comment on fait, en fait, pour se retrouver dans une position où on est dans sa tour d'ivoire, on voit pas le reste du monde, et en fait, on pense qu'on détient le savoir. Et puis tous les autres, ils n'ont pas les compétences. Tu vois? Je me dis, bah, ces gens-là, pour moi, qui donc prônent cette éducation autoritaire et verticale,
sont le reflet même que c'est juste pas possible, en fait, comme façon de faire, parce que sinon, on va à la perte de la société, concrètement, tu vois. Donc, pour moi, en fait, les tyrans, c'est pas les enfants, quoi. Tu vois. Donc, au contraire, ça fait des gens, globalement, hein, évidemment, je généralise, mais ça fait des gens qui sont beaucoup dans l'humilité, qui sont beaucoup dans l'intelligence collective, qui savent dire « je ne sais pas » quand ils ne savent pas, tu vois, sans se flageller tout de suite. Ça fait des gens qui sont beaucoup moins dans la concurrence, qui sont beaucoup plus dans l'écoute. C'est pas parfait, hein, voilà, encore une fois, l'humain assez paradoxe, mais ça crée en fait un socle beaucoup plus pérenne pour faire évoluer la société dans le bon sens, quoi. Ça paraît tellement logique, mais en fait, cette logique-là, on l'a perdue en France, quoi. Ce qui est, je trouve marquant dans ton livre, c'est que tu parles, donc je disais de cette sémantique, c'est-à-dire que tu parles en France, on a des mots très forts pour les enfants, enfant roi, enfant tyran, des enfants qu'on doit mater, qu'on doit éduquer un peu, même on a des fois du vocabulaire un peu dédié aux animaux, les dresser, être dans cette verticalité, cette dureté, parfois même, de toute façon il n'y a que comme ça qu'il va comprendre. Et à l'inverse, tu parles en Suède où déjà tous ces mots n'existent pas, mais eux ils ont des mots hyper valorisants pour les enfants. En fait, la langue suédoise, elle est fantastique. Faut quand même que je le dise, parce que c'est vraiment, en fait, moi, d'apprendre le suédois, de l'apprendre vraiment couramment, de le parler vraiment au mieux, quoi, ça m'a vraiment fait changer de vision du monde, quoi. Tu vois, c'est vraiment, si tu prends la langue française et la langue suédoise, je dirais que c'est les deux opposés. La France, la langue française, elle est au service d'une verticalité. Dans énormément, voilà, des gens se voient, tu vois, monsieur, madame, et puis on a énormément de mots axés, on est très dans l'intellect. Le français, il se pense, tu vois. Le suédois, il se ressent, tu vois. C'est très différent. C'est une langue qui est vraiment axée sur l'émotionnel, et il y a des mots, effectivement, qui ont vraiment pris de l'essor après, vers les années 70, qui étaient moins présents avant, quand on regarde les archives. Mais tu vois, des mots, par exemple, la sécurité émotionnelle, c'est un mot, ça c'est une virgule, ça, en suédois. Tu l'utilises à toutes les sauces, quoi. Tu vois, c'est vraiment cette idée de sécurité émotionnelle, à la fois pour les enfants, à la fois, tu as une sécurité émotionnelle, par exemple, je sais pas, moi, si t'as un bon salaire, tu vois, on va dire que ça te donne une sécurité émotionnelle. C'est pas uniquement la sécurité de j'ai un toit sur la tête. Tout est relié, en fait, dans la langue, comme une espèce comme ça de sais pas, de toile, une toile autour, en fait, de la relation, tu vois. Et ça change vraiment, en fait, la façon de penser quand t'as les mots pour le dire, tu vois. Ça t'ouvre, en fait, vraiment des possibles que tu ne peux pas imaginer sans la langue et sans les mots. La langue et les mots, c'est d'une puissance infinie. Mais je pense qu'il faut parler deux langues pour vraiment comprendre à quel point c'est le cas, quoi, tu vois. Donc, je pense que toi, tu vois de quoi je parle. Parce que ça te change vraiment ta vision. Enfin, je sais pas, il doit se passer un truc dans le cerveau, quoi. Quand tu dis des mots comme ça, je sais pas, ça doit créer des connexions. Il y a quelque chose qui doit se passer, parce que c'est extrêmement puissant. Et effectivement, il y a des mots qui n'existent pas. Par exemple, voilà, les enfants rois, si les enfants rois sont les fils et les filles de la famille royale, mais ça n'existe pas en tant que concept de l'enfant, voilà, tyran. Il y a pas, comme je le dis aussi, il y a plein de phrases, baisse les yeux quand je te parle, wiki, tu vois, ce genre de trucs, ça se dit pas non plus. Donc, il y a des mots qui existent, mais qui sont pas utilisés. Et puis, il y a des mots qui existent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Par exemple, les limites. On parle de limites en suédois. Mais ça n'est absolument pas le même mot. D'ailleurs, quand je le dis en français, limite, c'est un mot, tu vois, quand je me le dis pour moi-même, tout de suite, ça me... C'est de l'autoritarisme, je trouve. Tout de suite, je suis d'accord que ça a une connotation assez la connotation, dure. Elle est dure. Et pourtant, au fil du temps, parce que c'est un mot vraiment avant que je détestais, et au fil du temps, j'ai appris un peu à l'adoucir dans ma tête, et tout ça. Et donc, du coup, maintenant, je peux l'utiliser. Mais je sais que quand je l'utilise, les gens avec qui je l'utilise ne vont pas l'entendre comme moi je l'entends. Mais tu donnes un autre mot pour en parler. Les repères. Le repère, ouais. C'est vrai que ça, il y a une délimitation, il y a une sensation d'être entouré, de protégé, qui est moins dur que le mot limite. Même en anglais, moi, c'est boundaries. Je trouve que c'est un plus joli mot, boundaries, que et quand je le limite. dis en suédois aussi, tu vois, pour moi-même en suédois, c'est un mot, je le trouve... C'est comment ? Gränsar. C'est infiniment doux, en fait. C'est... Quand tu dis ce mot, c'est vraiment, en fait, tu t'imagines un petit cocon, en fait, tu vois, de sécurité affective, de relation, c'est pas du tout
la même connotation. Tu expliques aussi qu'en Suède, on a tout à fait intégré la théorie de l'attachement, que c'est le socle et la base des études de psychologie, ce qui n'est absolument pas le cas encore en France malheureusement, que la population générale connaît très bien la théorie de l'attachement, et donc que cette notion de sécurité, de sécurité émotionnelle, physique et de relation à l'adulte, de la connexion de la relation, est aussi imprégnée dans le système scolaire. Elle est imprégnée partout. Je dirais vraiment, justement, moi je l'appelle donc la culture de la relation. Mais la culture de la relation, son socle, c'est effectivement la théorie de l'attachement. En fait, il y a vraiment eu un choix, parce que c'est des choix, en fait. C'est des choix politiques, c'est des choix sociaux. Si encore une fois, on va faire une dichotomie pour que les gens comprennent mieux ce que je veux dire. Mais en France, on est plus sur la théorie des pulsions. Donc la théorie des pulsions, elle va te dire finalement que l'enfant et l'être humain, en fait, naît mauvais. Et qu'il va te falloir, en fait, le discipliner, le civiliser pour qu'il rentre dans la petite case de la société, tu vois. Et dans notre société, en fait, tout est fait autour de cette méfiance, donc, parce que forcément, si l'être humain est mauvais, bah, t'as un regard de méfiance sur lui, quoi. Tu vois, tu fais attention à sa nature, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, t'es dans la méfiance. Et toute la société française, en fait, elle est autour de ça. Autant, tu vois, dans la langue que dans les structures, mais tout, en fait. C'est dans tout, quoi. Dans la façon dont on se regarde, dans la façon dont on se parle, enfin voilà. Et en Suède, il y a beaucoup plus cette idée qui a été vraiment portée aussi politiquement parlant, de la théorie de l'attachement. Qu'on peut vraiment, en fait, dire c'est un peu la théorie, tu vois, opposée à la théorie des pulsions, qui, en fait, voit l'être humain comme un être plein de potentiel. Je dirais pas forcément bon, parce qu'on va me dire, c'est très Rousseau. En tout cas, plein de potentiel et de possibilités de faire les choses. Si cet être humain reçoit les bons ingrédients de relation, voilà, de sécurité, donc, en fait, c'est vraiment la théorie de l'attachement, elle choisit l'humain, en fait. En me disant, OK, l'humain n'a besoin que des bonnes ressources pour s'épanouir. Tu vois. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que la Suède et la France, c'est vraiment deux opposés à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est deux regards sur l'humain qui sont profondément opposés. On est influencé, nous, par la psychanalytique. La psychanalyse, c'est ce que tu dis oui, là, sur la théorie des pulsions. C'est sûr. En tout cas, la psychanalyse, oui, mais aussi, je dirais, quelque part aussi, la compréhension de la psychanalyse qu'on a en France, tu vois. C'est pas la même aux États-Unis, par exemple. La psychanalyse américaine est différente. Et pour le peu de psychanalyse qu'il y a en Suède, les gens avec qui j'ai parlé sont absolument pas, tu vois... comme on est en France, quoi. C'est au contraire des grands défenseurs des droits des enfants. Enfin, donc, tu vois, c'est... ça dépend ce qu'on en fait. Mais en France, on en a fait quelque chose d'abominable. Donc, tu parlais de cette relation très pyramidale qu'on a en France, qui est absolument pas la norme en Suède. Et tu dis des choses très intéressantes, c'est que les droits des enfants, c'est un sujet primordial. Vraiment, c'est quelque chose qui imprègne la société. Surtout que les enfants sont concertés par rapport à leurs droits. Concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire de plus en plus, quoi. Parce que effectivement, il y a la génération d'enfants de 1979 qui est devenue adulte. Et comme je le dis aussi dans le livre, aujourd'hui, ils pensent plus loin. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cette idée de on tape pas les enfants, voilà, on les respecte. Mais aujourd'hui, il y a vraiment cette idée beaucoup plus de ça suffit pas, en fait, de pas les taper ou de pas les punir. Ou en fait, concrètement, c'est eux les experts de l'enfance, quoi. Tu vois. Donc il y a aussi une possibilité, je pense aussi, dans la société qui se développe, quand t'as une majorité de gens qui n'ont pas reçu de coups, qui pour beaucoup n'ont pas été punis non plus, qui n'ont pas grandi là-dedans, ils peuvent penser plus loin. Je sais pas, encore une fois, ça doit être une histoire de cerveau mais ils peuvent forcément penser plus loin, quoi. Donc, cette idée, en fait, de concerter les enfants, c'est la base des droits de l'enfant. Si tu regardes la Convention des droits de l'enfant, il y a deux grands axes dans la Convention des droits de l'enfant. Il y a la protection, puisque l'enfant est un être vulnérable qui a besoin que l'adulte plus fort, plus grand, utilise cette force au service des droits de l'enfant pour le protéger, pour le sécuriser. Encore une fois, l'attachement. Et puis, tu as la participation. Alors que l'enfant, il n'est pas que vulnérable. L'enfant, il est aussi compétent. C'est un sujet de participation, c'est un sujet de droit. Et donc, du coup, tu dois nécessairement concerter l'enfant, lui demander son avis, t'intéresser vraiment à lui avec curiosité et vraiment humilité, encore une fois, hauteur d'enfant, pour pouvoir réaliser la protection. Ces deux, en fait, axes vont ensemble. Et tu peux pas, en fait, protéger l'enfant s'il ne participe pas. Tu vois. Donc, c'est vraiment, en fait,
encore une fois, cette idée du dialogue, tu vois, de cette idée de faire les choses ensemble dans le relationnel, qui est très forte. Donc tu disais les droits de l'enfant, c'est vraiment un sujet primordial dans la société suédoise. Et surtout, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est que tu dis que les enfants sont concertés, qu'ils ont à apporter leur avis, à donner des indications sur comment on va les traiter, en gros. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est la loi de le faire, en fait. Hein. En fait, la Convention des droits de l'enfant, pour faire petit historique, donc elle est arrivée en 89, la Suède l'a ratifiée en 90 et la France l'a ratifiée en 90. Donc on l'a ratifiée au même moment, en fait. Mais la France, on a, voilà, dans notre système en fait moniste, les conventions internationales vont au-dessus de nos lois nationales. Donc en fait, depuis 90, en France, la Convention des droits de l'enfant, c'est une loi. Hein, pourtant, on ne la connaît pas. La Suède, c'est un pays dualiste. Donc du coup, ils n'ont pas du tout le même système. Donc en fait, la Convention des droits de l'enfant, elle avait un impact mitigé, concrètement. Et en cas de problème, ça passait plus en dessous qu'au-dessus, quoi. Donc ils en ont fait une loi en 2020. Mais il y a vraiment aussi cette idée que la Convention des droits de l'enfant, hein, qui a été ratifiée par tous les pays du monde sauf les États-Unis, c'est aussi un produit de consensus énorme. Hein, parce que pour se mettre d'accord entre toutes les cultures, tous les pays, ça a été très compliqué. Elle a failli ne pas exister d'ailleurs. Donc il y a vraiment cette idée que pour comprendre la Convention des droits de l'enfant, il faut en comprendre l'esprit. Pour comprendre l'esprit, il faudrait comprendre aussi, on parle de Janusz Korczak par exemple, qui est le père spirituel de la Convention des droits de l'enfant, il faut connaître son travail, qui est aussi un travail de dialogue envers l'enfant, de participation, de voir l'enfant comme un être humain, en fait, à part entière, dans une relation d'égal à égal au niveau de la dignité. Donc ça, en fait, c'est l'esprit de la Convention. Et si on ne comprend pas l'esprit de la Convention, eh ben, on peut dire les droits de l'enfant, mais les droits de l'enfant, c'est une notion de vitrine, si tu veux. Enfin, ça devient, c'est joli à dire, tu vois. On se dit, oui, ben voilà, on est dans la protection de l'enfance, tout ça. Mais on comprend pas concrètement ce que ça signifie. Et la Convention des droits de l'enfant, elle a 2 axes principaux. La protection, la participation. Donc la protection, ça va être cette idée de, parce que l'enfant est vulnérable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une Convention des droits de l'enfant, hein, il y a une convention particulière à l'enfant, tu vois. Parce qu'en fait, l'adulte plus fort, qui a plus d'expérience de vie, qui a plus de pouvoir aussi, va devoir mettre cette force et ce pouvoir au service des droits de l'enfant, pour le protéger. Parce que l'enfant est vulnérable en développement, voilà, toute cette sphère-là. Et l'autre pan, qui est vraiment totalement opposé, c'est que, oui, mais l'enfant, il n'est pas que vulnérable. Il n'est pas que en développement, il n'est pas que l'adulte de demain, comme on dit. Il est aussi compétent, il est là tout de suite maintenant, il a des droits, et c'est un citoyen. Donc, en fait, il a le droit de participer. Et il y a vraiment cette idée qu'elle est indivisible, la Convention. Donc, pour réaliser la protection, il faut nécessairement que l'enfant participe. Donc, si tu considères pas l'enfant comme un être compétent qui a son mot à dire, tu ne peux pas protéger l'enfant, en fait. Parce qu'encore une fois, tu vas parler au-dessus de sa tête, tu vas te placer en tout sachant, mais sans, en fait, prendre les conditions propres de l'enfant en considération, alors que c'est l'idée même de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est que chaque enfant a un intérêt qui lui est propre, et il faut nécessairement concerter l'enfant pour savoir, en fait, ce que lui en pense. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas nécessairement suivre ce que veut l'enfant. Parce qu'il y a cette idée de l'âge, des capacités, mais il y a vraiment cette intention de, encore une fois, se mettre vraiment à la hauteur de l'enfant. Et qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que toi, tu voudrais ? Comment toi, tu vois les choses ? Tu vois ? Et une fois que tu as bien entendu et que tu as bien compris le point de vue de l'enfant, de prendre la décision en incluant aussi ça. Tu vois, c'est une intention aussi. Donc la Convention des droits de l'enfant, moi j'en ai beaucoup parlé au début quand j'ai sorti mon livre, parce qu'en France on n'en parlait pas du tout, et quand il y avait tous ces débats là sur l'isolement, je suis venue dire, mais en fait dans la Convention des droits de l'enfant c'est interdit d'isoler un enfant. Voilà, fin du débat, tu vois. Ça fait partie des violences mentales, tu vois. Et j'ai vite compris en fait que les gens comprenaient pas trop de quoi je parlais, quoi. Tu vois, on a cette idée en France beaucoup que la Convention des droits de l'enfant, c'est un texte humanitaire. Ça concerne pas nos enfants, ça concerne les enfants des pays en développement, tu vois. On a beaucoup cette idée-là, en fait. Forcément, puisqu'il y a aussi beaucoup, voilà, il y a l'UNICEF, tout ça, qui quand même... l'organisme aussi qui s'occupe beaucoup de la Convention. Mais la Convention, ça n'est pas que ça. La Convention, c'est tout le socle, en fait, des droits de l'enfant et de l'enfant sujet de droit et de la participation. Et finalement aussi, si on le relie en tout cas à la façon suédoise de le concevoir, de la hauteur d'enfant, quoi. Et tu dis quelque chose de surprenant pour nous les Français, parce qu'on parle jamais des enfants en ces termes-là. Tu dis les enfants sont les experts de l'enfance. Oui. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Suédois, mais bah oui, effectivement.
Bah oui, enfin, tu vois, comme les femmes sont les experts sur les questions des droits des femmes, enfin, je sais pas moi, les personnes handicapés, eh ben, sont aussi des experts, parce que c'est eux qui savent, en fait, parce que c'est eux qui vivent le truc, tu vois. Bah, les enfants, c'est pareil, tu vois. Donc, il y a cette idée d'effectivement, on a tous été des enfants. Oui, enfin, pour la plupart, on s'en rappelle pas, hein, parce que quand on voit comment on traite les enfants, on n'a pas beaucoup de connexion avec l'enfant que l'on a nous-mêmes été. Et en plus, on n'a pas été enfant dans l'ère actuelle, l'époque actuelle. On le sera jamais. On ne sait pas ce que c'est et on ne saura jamais ce que c'est. Donc, concrètement, les seuls qui peuvent nous éclairer sur le sujet, bah, ce sont les enfants. Mais c'est encore cette idée d'horizontalité, d'humilité, de dialogue, et non pas de verticalité, de domination, tout ça. Donc c'est vraiment une posture qui change profondément. Tu donnes une autre métaphore aussi dans ton livre, oui. Qui est la métaphore de la commode. Ah oui. Et que j'ai trouvée très percutante parce que ça sort le débat de l'enfance isolée de tout le reste. Oui. Donc vas-y, explique-nous ce que c'est. Bah en fait, effectivement, j'ai longtemps cherché une façon en fait de déparentaliser l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a vraiment cette manie, je dirais, qui est aussi due à un gros manque de compétences et de connaissances à certains égards, de cloisonner l'enfant dans la famille. L'enfant, ça n'est que des questions d'éducation. Donc si c'est des questions d'éducation, ça concerne les parents. Donc concrètement, bah, si tu veux élever ton enfant sans violence, et voilà, comme aujourd'hui on aspire quand même à le faire de plus en plus en France, en tout cas certaines personnes, et bah concrètement c'est à toi de, tu vois, va en thérapie, va régler ta propre enfance, achète les petits bouquins là de méthodes éducatives, et puis bah voilà, hein, vas-y. Et puis si t'y arrives pas, bah écoute, je sais pas, t'es peut-être pas très fut-fut, quoi, tu vois. Non, mais tu vois, il y a cette responsabilité, en fait, paf, sur la famille, et puis bon, souvent sur les femmes, hein, concrètement, faut dire les choses. Et en fait, il y a vraiment cette idée, encore une fois, tu vois, où je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque, tu vois. Et j'ai cherché, en fait, à le matérialiser par le fait qu'il faut, en fait, parler de l'enfance, hein, parce que moi, c'est évidemment ce que je fais, et c'est mon domaine, de l'enfance sous un angle systémique. C'est-à-dire que la commode de la culture, c'est cette idée finalement. Donc on a donc une grande commode, hein, je crois qu'elle est blanche de mémoire. Et dès que tu ouvres les tiroirs, il y a différentes couleurs à l'intérieur et chaque tiroir en fait représente un domaine de la société. Donc tu vas peut-être avoir effectivement l'éducation, tu vas avoir, je sais pas moi, la culture, ça va être les films par exemple, tu vas avoir les livres, tu vas avoir les lieux publics. Tu vois, il y a plein de tiroirs comme ça avec les domaines finalement de notre culture. Et puis tu vas avoir ce fameux tiroir rouge, hein, je crois dans le livre, qu'on appelle donc l'éducation positive en France. Tu vois. Et là, tu as les parents français, beaucoup, hein, les jeunes parents, qui vont finalement se battre un peu, hein, faire des coudes pour aller dans le tiroir rouge parce que ils veulent les connaissances sur le cerveau de l'enfant, ils veulent savoir comment je fais pour éduquer mon enfant sans violence et comment je fais pour voilà, pour pas lui flinguer sa vie adulte. Enfin, tu vois, il y a cette espèce comme ça de... Les gens vont vraiment se ruer vers le tiroir rouge, en fait. Et puis, en fait, ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver parce que c'est un tout petit tiroir, tu vois, tu le fermes, il y est plus. Enfin, et à côté, en plus, t'as le tiroir de l'éducation dite traditionnelle. Tu vois. Donc, on va opposer comme ça l'éducation positive, l'éducation traditionnelle. Donc, on va marginaliser l'approche et on va dire aux gens, en fait, bah, si vous y arrivez pas, c'est votre faute. Tu vois, concrètement. Alors que dans la commode de la culture suédoise, tu vois, c'est le même principe. T'as un tiroir pour chaque domaine de la société. Mais en fait, le tiroir rouge de l'éducation dite positive, bienveillante, ou comment on veut l'appeler, il n'y est pas. Là, tu te dis, bah, attends, c'est un peu bizarre parce que c'est quand même un peu les premiers du monde quand même à avoir voté l'abolition des punitions corporelles, des humiliations. Il est où le tiroir, quoi ? Il n'y a pas de tiroir, en fait. C'est la commode vue de l'extérieur qui est rouge. C'est-à-dire que chaque tiroir garde en fait sa couleur interne propre, chaque domaine de la culture, mais la couleur de la commode, le fond de la commode, l'esprit de la commode, le style de la commode, il est rouge, il est à hauteur d'enfant en fait. Donc que ça soit les films, que ça soit les livres, que ça soit les lieux publics, que ça soit, je sais pas moi, le théâtre, la musique, la langue dont on parlait tout à l'heure, tout, les vêtements pour enfants, tout est fait, en fait, pour être dans cette hauteur d'enfant. Donc forcément, les gens, ils sont imprégnés de ça. Ils s'en rendent même pas compte, en plus, hein, comme je te le disais tout à l'heure, ils sont parfaitement aveugles. Et forcément, il n'y a plus de débat.
C'est-à-dire, tu vois, il y a plus cette idée d'aller mettre comme ça sur les épaules des parents le poids, finalement, de l'éducation non violente, alors qu'en fait, c'est un sujet de société. On ne peut pas demander à des parents de pleinement être dans la non-violence, la hauteur d'enfant, le respect de l'enfant, dans une société qui est gorgée de domination et où on est encerclé de représentation, où l'enfant, l'enfance et l'éducation, on pourrait faire tout un podcast aussi sur les représentations, quoi, sont profondément problématiques. C'est pas possible, en fait, parce qu'on est comme tout un chacun. On est, en fait, baigné dans une culture, on est baigné dans les représentations, on est baigné dans une langue aussi, comme on disait tout à l'heure, et on est un peu le produit de ça, tu vois. Donc forcément, si après tu veux aller dans le tiroir rouge, bah, ça dénote, quoi. Tu te dis, mais attends, c'est super difficile. C'est quoi cette arnaque de l'éducation dite positive ? Enfin, ça va pas, c'est pas naturel. Enfin, les gens, voilà, il y a beaucoup ça, c'est pas naturel. Ah oui, mais il y a le burn-out parental. Enfin, tu vois, les gens, ça va être de dire, les parents, ils en peuvent plus. Et on va faire quoi ? On va accuser les enfants, tu vois. On peut pas les éduquer sans violence, ça marche pas votre truc, les enfants. Mais accuse pas les enfants, accuse la société. Tu vois, évidemment que c'est super difficile, super frustrant, super éreintant, super triste, tout ce que tu veux. Mais c'est pas les enfants qui portent la responsabilité de ce fiasco culturel. Tu vois, c'est la société. C'est notre projet social d'adulte qui est pas très pensé, en tout cas qui est pas pensé à hauteur d'enfant. Qu'est-ce que tu dirais que les Suédois, ils ont mieux compris que nous ? Comme on dit en suédois, det börjar med barnen. Ça veut dire tout commence avec les enfants. C'est ça qu'ils ont compris, les Suédois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu cette idée très forte, autant venue d'en bas que venue ensuite des politiques. Il y a vraiment une rencontre comme ça entre les mouvements sociaux et les politiques qui s'est faite. De cette idée, finalement, on veut une société plus douce, on veut une société où les gens ont tous leur place, on veut une société où il y a moins de... Comment on les appelle en français ? Les différences sociales là, entre les salaires. On veut plus d'égalité, voilà, c'est ça. Et ben en fait, concrètement, ça doit commencer avec les enfants. Tu vois, c'est Astrid Lindgren qui est donc, entre autres, parce qu'elle est beaucoup plus que ça, l'auteur de Fifi Brin d'Acier. J'adorais Fifi Brin d'Acier quand j'étais petite. Mais elle en a fait tellement d'autres. Mais c'est vrai qu'en France, on connaît pas trop. Et qui, en fait, en 1978, a tenu un discours en Allemagne, à Francfort, qui s'appelait « Jamais la violence ». Et elle a tenu un discours, en fait, apparemment dans une... je suis pas très bonne en histoire, mais à parler sur de la Suède, mais dans peut-être une constellation du monde qui était compliquée à l'époque. Apparemment, beaucoup de guerres qui 78 étaient... en Allemagne, oui. Ouais, enfin voilà, il y a eu... T'es dans la guerre froide. pas mal de choses, quoi. Et du coup, en fait, elle a fait un discours en disant... que finalement, on est tous dans la peur en ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer, on se dit que peut-être va y avoir une nouvelle guerre, on veut tous la paix. Elle a dit cette phrase, elle a dit on veut tous la paix. Comment faire concrètement ? Pourquoi on n'y arrive pas, quoi ? Pourquoi l'être humain, on passe notre vie à nous taper dessus ? Et elle a dit, je crois que nous devons commencer par la base, nous devons commencer par les enfants. Et son discours a vraiment été un plaidoyer contre les punitions corporelles et pour une éducation du dialogue et de la coopération. Et un an plus tard, d'ailleurs, la Suède a été le premier pays du monde à voter la loi. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi, parce que c'était vraiment... Astrid Lindgren, c'était vraiment une icône dans le pays, quoi. Donc je pense qu'elle a aussi contribué, même s'il y a eu d'autres choses. Mais c'est vraiment cette idée, en fait, le monde, en fait, c'est pas facile. La vie humaine, elle est pas simple. C'est paradoxal. Enfin, vraiment... C'est difficile de vivre, tu vois. Les Suédois, c'est pas des bisounours, quoi, tu vois. C'est difficile de vivre. Regarde les polars suédois, je veux dire... Ils sont dark. Voilà, c'est ça, tu vois. La vie, c'est difficile, quoi. Mais on doit commencer par les enfants, tu vois. C'est quand même cette idée de l'espoir. C'est vraiment mettre... Les Suédois, ils ont vraiment mis l'espoir d'une société meilleure dans les mains de l'enfance. C'est ça qu'ils ont fait. Ton livre, je disais, il est beau, il est intense à lire, je trouve, en tant que maman. J'avais vu le premier documentaire que tu avais fait, ça m'avait révoltée. J'étais mère que d'une seule. J'avais pas la fatigue accumulée que j'ai accumulée aujourd'hui. J'avais pas des difficultés parentales que j'ai pu rencontrer ces 5 dernières années. Donc, je peux vraiment me mettre à la place des parents qui sont en lutte entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils n'arrivent pas à faire. J'ai été à cette place-là et je suis encore assez régulièrement avec quand même l'envie de faire mieux. On se rend compte en lisant ton livre tout le chemin qu'on a à parcourir. Ouais. On se rend compte que on se sent très isolé, puisque comme tu le disais, c'est un changement que la société doit opérer.
Tu penses qu'il faut combien de temps pour qu'une société change ? Ça a pris combien de temps à la Suède, depuis la loi, pour vraiment arriver à ce qu'il y ait c'est cette paix dont tu parles, tu vois, ce sentiment de bien-être pour les enfants ? Alors, combien de temps il faut pour une société Ça dépend, en fait. Ça dépend d'où vient le changement. C'est-à-dire que si le changement vient des politiques, il faut pas beaucoup de temps. Hein, tu vois. Enfin, concrètement, si on avait des politiques qui disaient maintenant c'est la hauteur d'enfant, tu vois, dans 5 ans, c'est fait, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est vraiment, en fait, d'où vient le changement. Et en Suède, il y a 2 choses, quoi. Je dirais, il y a à la fois cette idée d'horizontalité sociale, de consensus, d'intelligence collective, qui, en fait, a vraiment pas pris beaucoup de temps. Quand ils ont voulu la mettre en place, ça a tellement été, si tu veux, à toutes les couches de la société que ça s'est fait rapidement, quoi. Mais si on regarde plus l'éducation, quand même, voilà, les punitions corporelles, les humiliations, là, ça a été plus long, quand même. Parce que c'est quand même bien ancré, hein, cette histoire. Donc aujourd'hui, si tu regardes les chiffres, dernier rapport, 2023, il y avait 99,9% des parents qui étaient opposés aux punitions corporelles. Donc aujourd'hui, si tu veux, c'est quasi 100%. Voilà. Il y a 5 ans, ils étaient de mémoire 99,7%. Et il y a 5 ans encore avant, 92%. Enfin, tu vois, ça... Petit à petit, quoi. Mais ça fait déjà un bon moment que tu tapes pas les enfants et que les gens trouvent ça normal, tu vois. C'est pas au bout de 45 ans. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, en fait, petit à petit, en fait, ça devient de plus en plus ancré. Il y a aussi cette idée, on dit beaucoup en France, moi j'en entends beaucoup, de dire « Ouais, mais ça sert à rien, la loi, puisque c'est une loi dans le code civil. » Les gens disent ça. Ils disent « En Suède, c'est pas ça, quoi. » Si, en Suède, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en 1979, ils ont voté l'interdiction des punitions corporelles dans le code civil, enfin dans l'équivalent du code civil. Et c'est parce que les mentalités ont changé qu'aujourd'hui, si un adulte frappe un enfant, la personne qui va dire « C'est interdit depuis 1979 de donner une claque à un enfant ». Ils vont dire « Violence sur mineur, code pénal ». Tu vois. C'est une transition, finalement, d'interdire les fessées, les claques, tu vois, ces mots que nous, on utilise encore, tu vois. Parce qu'on fait une différence, quand même. On dit, il y a une différence entre la violence, la violence sur mineur, où on s'imagine tout de suite des violences très, très poussées, et puis l'éducation. On est contre, mais on fait quand même une différence, tu vois. Je pense qu'on l'a fait tous. Je pense même que moi, je la fais un peu encore, tu vois. Les Suédois, ils font pas cette différence, tu vois. C'est pour eux que tu parles d'une claque sur la main ou que tu parles d'un coup de poing, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, en fait, il n'y a plus cette idée de « Ah, en 1979, nous avons interdit... » C'est tout de suite que c'est interdit de frapper quelqu'un, point barre, en fait. Donc, la loi française, elle est au bon endroit en étant dans le code civil, mais on a besoin, en fait, d'accompagner le changement de mentalité pour qu'en fait, cette loi, finalement, devienne caduque au bout d'un moment. Parce que la loi doit devenir caduque. C'est juste la violence sur mineur qui est interdite. Donc, les lois font pas tout. Les lois sont primordiales, elles sont importantes, elles dessinent la société, son cadre. Mais ce qui change vraiment les choses, c'est les normes. Tu vois. Et il faut arriver à faire de cette loi qu'on appelle une loi pédagogique, à en fait changer les normes autour de cette loi. Tu dis, tu vois, tu donnes des exemples, ça me revient là, que par exemple, on le sait, si on est un peu sur les réseaux sociaux, on voit les espaces de jeu qui sont vraiment adaptés aux enfants, où ils peuvent prendre des risques, on les voit manipuler des scies, on a déjà vu les trains aussi parfois qui sont mieux aménagés. Enfin, les espaces de vie en tout cas sont clairement dédiés aux adultes et aux enfants, que ce soit les cafés, ce genre de choses. Mais tu parles de quelque chose qui m'a interpellée, c'est les cours d'école des écoles maternelles et primaires sont ouvertes le week-end. En fait, les enfants ont le droit d'aller dans leur école à l'extérieur pour jouer. Et parce que ça paraît normal. Nous, on a tellement séparé. Même les autres enfants, hein. Oui, bien sûr. C'est les voisins. Oui, parce que comme il y a des cours avec des jeux, pourquoi en fait créer d'autres espaces. Pourquoi fermer ça le week-end alors qu'il y a des voisins qui veulent jouer? Ils vont peut-être pas aller faire 500 mètres pour un parc alors qu'ils peuvent y aller à 50 mètres, tu vois. Non, mais c'est cette idée, en fait, aussi, les Suédois, ils sont très pragmatiques, quoi, tu vois. Il y a vraiment cette idée de, en fait, voilà, on a accès à ça, et c'est très bien, tu vois. Donc, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Les gens vont, les gens jouent, et puis les gens s'en vont, tu vois. Mais nous, on dirait que ça se fait pas. Ah, mais bien sûr. Tu vois, on a ce réflexe-là de ça ne se fait pas. Bien sûr, mais il y a aussi, parce qu'en France, on a aussi, ça fait partie du projet social aussi, on a complètement séparé l'école du reste, en fait. Tu vois, l'école, c'est un endroit cloisonné. Tu vas chercher tes enfants, tu sais pas ce qui s'y passe.
t'as même pas le droit de rentrer, je crois. Enfin, à cause du plan Vigipirate, c'est compliqué, ouais. Voilà. Bah, il a bon dos, le plan Vigipirate. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est plus compliqué que ça. C'est pas qu'une histoire de plan Vigipirate. Je me rappelle de la petite fille à la rentrée qui s'est fait frapper par son enseignante. Tu t'en rappelles aussi. Ouais. Et on a encore des enseignants qui ont trouvé à dire sur les médias pourquoi les parents filment dans les classes. Non, mais le problème, c'est pas que les parents filment dans les classes. Le problème, c'est qu'il y a une enseignante qui bat une enfant, en fait. Mais tu vois, de déplacer le problème sur le fait que si la mère, elle avait pas filmé, on le saurait pas. Tu vois. Ah bah c'est oui, t'as d'autres idées comme ça, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée encore une fois qu'on sépare. Pourquoi on sépare ? Parce qu'on est dans la méfiance. Parce que l'enseignement, le système scolaire ne veut pas se laisser coloniser par les parents, parce qu'ils les voient comme des colonisateurs, tu vois. Et puis il y a cette idée finalement de on est au-dessus, on est la représentation du savoir parce qu'on est l'éducation nationale, donc on sait mieux que vous, tu vois. Laissez-nous vos enfants aller bosser, et puis voilà, tu vois. Donc forcément, si tu ouvres la cour le week-end, tu casses ça, tu vois. Pourquoi après les gens, ils iraient pas dans la cour le mercredi, le mardi, pour aller voir l'enseignante, tu vois. Si tu rentres, c'est aussi, tu vois, c'est aussi un mouvement, quoi. Si tu rentres dans la cour de l'école, ça devient un endroit familier, tu vois. Et en Suède, encore une fois, dans cette horizontalité, dans cette intelligence collective et cette confiance, on veut ouvrir ces espaces-là. Les parents sont les bienvenus, tu vois. Ils sont pas tout le temps, évidemment, ils travaillent, ils font leur vie. Mais à tout moment, les parents peuvent dire, en fait, moi aujourd'hui, je veux passer du temps avec mon enfant, donc est-ce que je peux rester ? Bah oui, d'accord, restez. C'est vrai ? Oui, totalement. Incroyable. Tu vois, autant en pré-école qu'à l'école. Après, à l'école, je pense que c'est des enfants qui veulent pas que les parents soient là. Tu vois, il y a un âge où faut partir. Voilà, faut partir, c'est ça. Mais t'as le droit, en fait. Il y a aucun problème, c'est transparent, tu vois. Il y a rien à cacher, en fait, tu vois. Et du coup, ça crée aussi forcément une confiance des parents envers le système, envers l'école, envers le système en règle générale, qui peut aussi du coup être la matérialisation de cette horizontalité dans les relations les uns les autres, les uns au système, les uns aux institutions, et donc forcément aux enfants aussi, tu vois. Ça me fait penser que j'ai une de mes filles qui est à l'école et j'ai envoyé un mail à la directrice en étant pas pour moi familière, mais pour elle visiblement trop, en l'appelant par son prénom. Ok. Mais en la vous voyant, en étant forme sur un mail. Et elle m'a renvoyé un mail pour me dire vous ne m'appelez pas par mon prénom, c'est Madame Tant. Et fin de la discussion. J'avais trouvé ça violent de me dire, mais je n'ai pas remis en cause votre autorité, votre statut de directrice, mais il ne fallait surtout pas mettre de l'humain en fait dans ça. Non, faut même pas l'appeler par son prénom, quoi. Et ça m'a, mais je me suis dit ok, bon, très bien. J'étais en colère en fait. Ça m'a déclenché de me dire mais je sais pas, moi j'ai envie que ma fille elle soit contente que je puisse. C'est sûr. Moi il y a certains des enseignants de mes filles que je tutoie parce qu'ils sont hyper ouverts bien sûr. Et je les sollicite pas plus pour ça. Enfin, non, bien sûr. Ça casse pas notre lien. Mais non, mais c'est parce qu'on a cette idée en France, mais qui d'où vient cette idée finalement de se dire que plus on va avoir de la distance, mieux c'est. Plus on va créer, tu vois, cette verticalité, cette crainte finalement, plus on va avoir le respect et plus ça va fonctionner. Quand tu regardes la société, ça fonctionne pas bien. Et tu sais que moi j'ai eu un enseignant incroyable quand j'étais petite, Manu, qui est en CM2, qu'on tutoyait évidemment. Il tutoyait mes parents. On est plus de 30 ans plus tard, je lui parle encore. Ouais. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Oui, non, mais de toute façon, le respect, c'est pas la verticalité, le respect, c'est pas la distance. C'est même l'inverse. Je veux dire, des enfants aussi, tu vois, pour répondre à tout ce que tu disais tout à l'heure aux enfants rois, aux enfants tyranniques, tout ça, tu vois. Mais en fait, des enfants à qui tu vas pas... En fait, comment dire ? Un adulte autoritaire, un adulte dans la verticalité, il va pas se montrer tel qu'il est. Il va être la représentation de principes extérieurs. Tu vois, je représente l'autorité, mais il va pas être authentique. Tu vois, il va être dans un rôle, en fait. Il va jouer un peu du théâtre avec l'enfant, pour pas se laisser, justement, coloniser par l'enfant. Se laisser bouffer, quoi. Donc, en fait, tu permets pas à l'enfant de savoir qui t'es. Réellement. Qui tu es, toi, derrière ces principes arbitraires, quoi. Quelles sont tes limites à toi ? Pas les limites de, oui, on a décidé que, parce que... Enfin, c'est quoi, toi, qui te heurte, qui tu es, en fait ? Qui es-tu derrière tous ces principes ? Et tu permets pas à l'enfant, en fait, de te connaître. Il n'y a pas d'authenticité. Comment tu veux ensuite que les gens, du coup, qui vont... Enfin, les enfants, puis qui en grandissant, et même dans l'enfance,
apprennent à respecter tout un chacun dans ce qu'ils sont. On ne sait pas qui on est. On se balade avec des principes arbitraires, on joue un rôle, tu vois. Et finalement... Non, mais même en tant que parent. Hein. Mais oui, mais en tant que parent. Et c'est vraiment cette idée aussi, je me rappelle, j'avais lu un bouquin à l'époque, années 70, je crois, justement, sur ce refondement du système en Suède. J'ai plus le titre en tête, mais c'était sur la pédagogie du dialogue, comme on l'appelait à l'époque, quand on a voulu réformer la société pour plus d'horizontalité. Et il y avait l'autrice qui disait, en fait, dans le livre, qui disait, en fait, c'est hyper important qu'on arrête, en fait, tous d'être faux. Nous sommes dans une société où nous sommes faux. Pourquoi nous sommes faux ? Elle disait parce qu'en fait, on a peur. Pourquoi on a peur ? Parce que quand on était enfant, quand on faisait des erreurs, quand on n'allait pas dans le sens qu'il fallait, on était sanctionné pour ça. On était puni, on était frappé, on était humilié. Donc, adulte, on a un peu comme ça, on a je sais pas, un mur autour de nous, on se laisse pas approcher réellement, tu vois, parce que, attention, ça fait vite mal, quoi. Et elle écrivait ça, elle disait, mais en fait, comment il est possible de créer une société pérenne avec des gens qui mentent ? Tu vois ? C'est quand même une réflexion plutôt intéressante. Et elle disait justement, dans le dialogue, dans cette pédagogie du dialogue, dans cette interaction, dans cette relation, encore une fois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de friction, tu vois, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas, tu vois, mais ça veut dire qu'en fait, on est vrai. Et on se connaît réellement les uns les autres, tu vois. Donc on se respecte pour qui on est réellement. Et donc on sait poser nos limites. Voilà, et on est sécurisant. Parce qu'on est authentique. On n'est pas dans la crainte de qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer si je dis ça. Donc forcément, on apprend à se connaître beaucoup mieux. Moi, je trouve vraiment, pour avoir vécu quand même 13 ans en Suède, je trouve que les Suédois, quand tu les connais, quand tu passes les chocolats culturels, quand tu les as goûtés, tu les as savourés à un bon moment, ils sont beaucoup plus respectueux en fait de l'individu que les Français. Tu vois. On dit oui, ils sont froids, non, ils sont pas froids. Il y a des différences culturelles, mais il y a un vrai respect en fait où ils te voient différemment. Dans ce regard de confiance sociale, ça permet en fait de voir à travers ce filtre un peu, tu vois, de principes arbitraires, cette espèce d'écran qu'on a entre nous les gens, quoi. Tu vois. Donc tout ça pour dire que c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus vrai. C'est pas forcément plus facile, mais en tout cas ça donne une encore une fois ça donne une meilleure place à l'humain, quoi. Tu vois. L'humain, c'est le cœur de l'éducation. Non mais c'est vrai ça. Ouais. On y est toujours, on revient toujours à ce thème dans mon podcast, c'est l'humain. Ouais. Je vais terminer par une question. Il y a souvent un amalgame qui est fait en France, dans notre société, dans les médias principalement, et sur les réseaux sociaux. Le fait d'écouter un enfant, c'est le laisser faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça avec toutes tes connaissances ? C'est un gros malentendu. Enfin, déjà, je te répondrai ce que je t'ai déjà répondu tout à l'heure, sur le fait que les gens qui disent ça sont les gens qui font ce qu'ils veulent, puisqu'ils vont finalement élaborer leurs théories et leurs idées sur les enfants au-dessus de tout cadre international, au-dessus de tout cadre des droits de l'enfant, de la Convention. Tu vois, les gens qui parlent des enfants alors qu'ils ne connaissent pas les droits de l'enfant. Donc, c'est eux, en fait, ceux qui font ce qu'ils veulent, c'est ceux qui ont le pouvoir, tu vois. Ceux qui ont le pouvoir et qui l'utilisent mal, parce que y a différentes sortes de pouvoirs. Ce sont ces gens-là, en fait, qui font ce qu'ils veulent. Ce sont les dominants, tu vois. C'est ceux à qui ça profite, tout ça, ce système. Parce que ce système, il profite à certains, tu vois. Ils sont pas nombreux, mais ils tiennent à leur privilège, quoi. Donc, pour moi, en fait, ce sont ces gens-là qui font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais une société d'horizontalité où on cherche à voir tout un chacun, où on respecte la vulnérabilité. Parce que respecter l'enfant aussi, c'est respecter la vulnérabilité, tu vois. Pour moi, quelqu'un qui respecte pas un enfant, il respecte personne, tu vois. Parce qu'il y a vraiment cette idée, en fait, de qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir, tu vois. Ça, c'est ce que j'adore en Suède. C'est vraiment quelque chose, et c'est quelque chose que j'ai vraiment pas vu ailleurs à ce niveau-là. Il y a vraiment eu cette pensée sociale, en fait, du pouvoir. Tu vois, Fifi Brindacier, c'est ça. Fifi Brindacier, c'est d'ailleurs aussi, comme le disait Astrid Lindgren, elle a mis du temps à le dire, mais elle a fini par le dire quand elle était très connue et qu'elle était vraiment une légende en Suède et ailleurs, où c'était vraiment cette idée, en fait, elle voulait écrire un livre en 1945, donc vraiment juste à la fin de la guerre, pour montrer aux enfants qu'on peut détenir le pouvoir, parce que Fifi, c'est la petite fille la plus forte du monde, elle terrasse tout le monde, même Adolphe le costaud,
Hein ? Elle porte des chevaux. Oui, oui, totalement. Donc, il y a vraiment cette idée, en fait, on peut avoir le pouvoir et ne pas en faire quelque chose de mauvais. Et être gentil, c'est ça voilà, que tu dis. Faire le bien, tu vois. Parce que c'est ça, Fifi, tu vois, elle est impertinente, elle fait ce qu'elle veut, elle se moque des adultes, mais elle est gentille. Elle est très gentille, tu vois. Et elle est vraiment pour les plus faibles, tu vois. Donc, il y avait vraiment cette idée de le pouvoir doit changer de connotation. Ça, c'était très fort dans l'œuvre d'Astrid Lindgren, vraiment très fort. Et c'était aussi très fort dans le projet social en Suède, finalement, avec cette pédagogie du dialogue, qui est une pédagogie qui vient à la base de Paulo Freire, qui est un philosophe qui, en fait, cherchait, je crois que c'est au Brésil, il cherchait à rendre le pouvoir, en fait, aux classes défavorisées au Brésil, pour justement leur rendre du pouvoir d'action vis-à-vis de toute cette domination. Et va savoir comment, c'est assez exceptionnel et c'est unique au monde, mais les idées de Paulo Freire sont arrivées en Suède à travers la préécole et à travers l'enfance. C'était cette idée de les enfants sont aussi des opprimés et nous devons leur rendre en fait leur pouvoir face au monde des adultes qui les oppriment. Tu vois, c'était l'idée de faire la peau au patriarcat derrière. Mais c'était vraiment à travers l'enfance que ça se jouait. Donc il y a vraiment eu en Suède, il y a encore aujourd'hui, c'est absolument passionnant, une vision du pouvoir. Tu vois, et sur les études, moi les études que j'ai faites, autant les droits de l'enfant que les sciences de l'enfance et de la jeunesse, on pense le pouvoir, tu vois. C'est pas encore, tu vois, c'est pas cette idée de dire oui, il y a plus, tu vois, c'est un peu ce monde des bisounours dont on parle en France, tu vois, de dire votre monde là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais absolument pas. Mais les Suédois c'est pas ça. Ils pensent le pouvoir parce que justement le pouvoir est dangereux, tu vois. C'est aussi ça qui fait qu'ils pensent l'inclusion, tu vois. C'est pas de se dire il n'y a pas de problème, tout le monde est dans l'inclusion. Non, on n'est pas dans l'inclusion. Tu vois, l'être humain, par définition, il veut se protéger, donc exclure. J'ai presque envie de dire, mais on a tendance à exclure, tu vois. Donc c'est pas cette idée de dire ça n'existe pas, je ferme les yeux, je ne regarde pas, tu vois. C'est cette idée de dire ok, ça existe partout, dans toutes les constellations humaines. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Encore une fois, ce pragmatisme. Donc c'est absolument pas ni bisounours, ni rousseauiste, ni tout ce qu'on peut entendre en France, tu vois. Ça n'est pas le cas, en fait. C'est extrêmement pragmatique. C'est presque un peu noir, quelque part, tu vois, de se dire, d'envisager aussi l'humain sous un prisme de pouvoir comme ça. Mais c'est ça aussi qui permet ensuite de choisir l'humain, quoi. C'est humaniste, en fait, moi je trouve. C'est humaniste, quelque part aussi, ouais, mais... Ouais. Bah, c'est prendre en compte la réalité de l'être humain. De dire, on n'est pas tous magnifiques et faciles et on a des parts d'ombre. Oui, c'est vrai. Quand on récupère le pouvoir. Mais si tu prends le progressisme, tout ça, après, ils sont contre les humanistes. Enfin bon, il y a aussi tout un... Je parle dans ma définition. Voilà. Mais ta définition de l'humanisme, que je crois comprendre. Ouais, c'est ça. J'ai une dernière question. Est-ce que c'est normal que nous, parents, on galère dans une société qui ne nous aide pas ? Bah oui, évidemment. Enfin, tu sais, j'ai presque envie de te dire, je le dis avec beaucoup d'affection pour les Suédois, vraiment, parce que c'est vraiment aussi des gens formidables, en tout cas. Mais quelque part, les Suédois de la génération actuelle, ils n'ont pas de mérite, quoi. Tu vois ? Non, mais quelque part, tu vois. Il y a vraiment cette idée, en fait, encore une fois, je te dis, moi, je passe mon temps aussi quand je suis en Suède, tu vois, à parler avec des Suédois, des fois, bon, évidemment, quand je les connais pas, parce que bon, quand ils me connaissent, c'est autre chose. Mais quand je fais des rencontres, quand c'est un impensé social, tu vois, dans l'autre sens. Mais c'est un impensé social aujourd'hui, tu vois. En plus, les Suédois étant, encore une fois, un peuple... Bon, on pourrait parler aussi longuement, mais ils sont pas très bons en histoire et dans le passé. Tu vois, nous, on est très intellectuels. En France, on pense beaucoup les grands penseurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? On connaît toutes nos dates, enfin, tout ça. Les Suédois sont beaucoup plus tournés vers l'avenir. Tu vois, c'est le côté pragmatisme et c'est le côté aussi d'avoir aussi horizontalisé un peu la connaissance. Bon, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, ils savent pas trop, en fait, ce qui s'est passé il y a 50 ans, tu vois. Ils connaissent pas trop leur histoire, souvent. Et s'ils la connaissent, en tout cas, ils pensent pas tellement le côté de l'enfance, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté que moi, je reçois tous les jours, parce qu'en plus, depuis que j'ai commencé à mettre des vidéos, tu vois, sur les réseaux sociaux où je montre des parents suédois en action, parce qu'apparemment, les gens voulaient voir ça, vraiment. Je reçois tellement de messages, tu vois, de gens qui me disent, mais nous, on peut pas, mais nous, on sait pas, mais ils sont fantastiques, mais c'est pas possible, mais c'est surhumain, mais comment ils font, mais c'est tellement naturel. Il y a quelqu'un qui me disait ça il y a quelques jours, qui me disait, mais nous, on passe un temps pas possible à lire des livres, ensuite on les intègre,
Et ensuite, on le fait et c'est même pas naturel, c'est robotique au possible, c'est dénué d'authenticité. Elle dit là, tu nous montres un parent. En plus, il est tout tatoué de partout, donc c'est pas du tout le stéréotype du parent qu'on imagine. Voilà. Et en fait, il est là et il fait ça et c'est juste, c'est comme s'il allait acheter le pain, quoi. Tu vois. Mais oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est tellement dans la norme et c'est tellement acquis que, en fait, aujourd'hui, ils ont pas tellement de mérite. Ils le pensent pas. Ils sont, tu vois. Donc, j'ai presque envie de te dire que les gens comme toi, tu vois, avec tes enfants en France, tes 3 enfants en plus, bah, je suis désolée, mais le mérite, il vous revient à vous, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, enfin, non, mais je veux dire, c'est quelque part, si je puis dire comme ça, les vrais bienveillants, entre guillemets, quoi, c'est les gens qui veulent braver la matrice de la domination. C'est pas les gens qui vivent dans une culture de la confiance, dans une culture de la relation déjà mise, dans une matrice de coopération où ils ont juste finalement à s'insérer et à vivre leur petite vie, tu vois. Quelque part, c'est pas eux. Parce que si ça changeait, tu vois, si ça bougeait au niveau, moi je sais pas, tu vois, enfin, il y a quand même des tensions sociales, politiques partout. Qui te dit que ces gens-là changeraient pas de bord? Tu vois? On sait pas, en fait. Tu vois? Quelque part, eux, c'est là, c'est donné, c'est acquis, tu vois. Donc évidemment, c'est super dans la relation avec leurs enfants. Mais c'est aussi des gens, je pense, je le vois aussi quand j'en parle avec eux, pour beaucoup qui ne sauraient pas spécialement le défendre si ça venait à disparaître, tu vois. Alors qu'en France, voilà, quand je rencontre des gens qui vraiment baignent dans cet océan vraiment de verticalité, enfin, ça me frappe depuis que je suis rentrée, quoi. C'est partout, c'est à tous les coins de rue, c'est partout, c'est dans la matière en France, quoi. Tu vois, où je me fais la réflexion, tu vois, tous les jours en ce moment de me dire, ouais, ça va être chaud, quoi. Et de me dire, il y a quand même des gens comme ça qui, tu vois, tu reçois le mail de cette directrice qui t'humilie, tu vois, et tu continues à y croire, quoi. Tu continues à dire, allez, on va faire un podcast, là. Non, mais tu vois, il y a cette espèce, en fait, de foi, de résilience qui est extrêmement belle et qui, je pense, paradoxalement, ne peut exister que chez des gens qui vivent dans cette matrice de domination et cette culture de la punition. Elle peut plus exister quand c'est devenu normatif, tu vois. Donc, quelque part, le mérite, il vous revient à vous, quoi, en France, quoi, tu vois. Merci, je pense que ça fera du bien à beaucoup de parents de l'entendre, qui se battent au quotidien et qui culpabilisent en permanence et qui se disent qu'ils n'y arrivent pas et que c'est dur, hein, sincèrement, d'aller à contre-courant. C'est très compliqué de se heurter à sa famille aussi, parce que c'est les premiers avec qui on est en contact. Bien sûr. Et de voir qu'on n'est pas entendu, qu'on est dénigré. Tu vois. Souvent, je vois sur les réseaux sociaux des blagues quand il y a des trucs sur les enfants de les mamans Montessori en PLS ou des trucs comme ça. Je sais, mais à quel moment on s'est dit que c'était drôle de stigmatiser les mères qui essayent de faire mieux, d'être à l'écoute. Et en fait, on est en permanence là-dessus. L'humour est une arme extrêmement puissante et elle est utilisée... parfois à des très bonnes escients. À foison contre les enfants en France. Mais oui, l'humour est vraiment... ça en dit très très long aussi sur... ça ferait rire personne en Suède. Non, c'est sûr. Non, mais quand on regarde l'humour qu'ils peuvent avoir, c'est étonnant parce que c'est souvent aussi retourné, quoi. Tu vois, les contes qui font un peu un tabac en Suède, ça va plus être les contes où c'est les enfants, tu vois, qui se moquent des adultes, des parents. Tu vois, ça marche bien. Attention, les enfants, ils adorent quand on leur donne leur pouvoir. Hein. Bah oui. Des petits exemples de scénettes ou de jeux que j'ai avec mes filles, c'est clair que quand c'est elles qui sont in charge, on dit en anglais, qui sont bien aux commandes, elles adorent. Bah, c'est évident. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Merci d'avoir passé 1 heure avec nous pour déverticaliser l'éducation, pour expliquer que ça marche, qu'on n'est pas dans une société qui va partir en vrille si jamais on s'intéresse aux droits des enfants et qu'on les respecte. Je pense que vraiment c'est important de noter que si vous êtes parent, que vous nous écoutez, que vous avez l'impression de vous battre dans un océan et que vous êtes seul, déjà vous n'êtes pas seul, et que c'est normal d'avoir cette sensation-là, et que peut-être vous allez tous déménager en Suède dans pas longtemps. Ou en tout cas, ce serait bien que des pédagogies suédoises viennent à nous. Ce qui est drôle, hein, parce que je voulais finir, mais à l'époque, Adrien Taquet, qui était secrétaire à l'enfance, il a reçu les Suédois, il a reçu les Norvégiens, les Finlandais, notamment sur le congé paternité parentale. Ils savent les politiques, ils le savent ce qu'il faut faire en fait. Ils ont une conscience, mais ça s'applique pas après. Il y a
une marche qui... Ah oui, c'est sûr manque. que ça pourrait même nuire au système tel qu'il le conçoit actuellement. Non, mais c'est certain, ça serait une arme puissante, c'est évident. Mais ils se renseignent, puisque quand on voit les résultats scolaires chez nous et là-bas, ils ont quand même une petite notion qu'il y a des choses qui se font bien dans les pays du Nord. Ouais. Merci Marion. Merci à toi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.